Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 9 mai. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, une émission RBN France. Dimanche 9 mai, date importante qui nous permet de rendre hommage à Sébastien Desieux, militant radical et nationaliste décédé en 1994, poursuivi par des policiers. Une pensée pour Sébastien. Ce soir, cette émission lui est dédiée. Ce soir, nous allons parler de manipulation médiatique. Et pour ce faire, je reçois dans notre studio notre ami Pascal Lassalle. Bonsoir. Et notre invité de ce soir, Romain Lecap, qui est chargé du bulletin de réinformation sur Radio Courtoisie depuis 3 ans. Et qui est également membre de l'équipe qui a été en charge de l'organisation des Bobards d'Or. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors ce sujet, manipulation médiatique, nous a été soufflé par l'actualité brûlante de ces 10 derniers jours, à savoir la fameuse émission des Infiltrés que beaucoup de nos auditeurs auront vue sur les catholiques traditionnalistes et plus particulièrement leurs liens avec des groupes politiques radicaux. Cette émission s'intitulait « À la droite du Père », si mes souvenirs sont bons, et traitait notamment du groupe à l'extrême droite du Père, c'est vrai, c'est encore pire. On peut être à la droite ou à la gauche du Père, on reste dans le livre, mais à l'extrême droite, on en sort, a priori. Et une attention toute particulière était portée au groupe militant Dies Irae, qui est un mouvement politique et social bordelais, dont une peinture outrancière et caricaturale a été faite. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et nous avons donc décidé de porter notre regard et notre attention sur ces manipulations médiatiques. Là aussi, l'actualité nous était favorable puisque il y a 15 jours, je crois, Romain, c'est à peu près ça pour les Bobards d'Or. C'est ça, il y a 2 semaines. Il y a une quinzaine de jours, donc, ont été organisés les premiers Bobards d'Or, cérémonie ô combien intéressante, dont l'objectif était de remettre un certain nombre de prix. Alors, je ne dévoile pas le contenu, on en reparlera tout à l'heure. Bon, bien des auditeurs sont déjà au courant pour avoir vu le palmarès qui est sorti sur un certain nombre de nos supports, je crois, Novopresse, notamment Polémia. Notre ami David Pujadas, voilà, qui s'occupe des Infiltrés, a été récompensé. Ça n'est même pas de notre fait. Hein, non, mais on peut dénoter la clairvoyance et du jury et des spectateurs des Bobards d'Or. Ce qui prouve qu'on peut évidemment identifier les meneurs des manipulations. Donc, vaste sujet que celui-ci ce soir, donc celui des manipulations médiatiques. Nous ne prétendrons pas ici le régler en 1 heure. Nous en aurions, à mon avis, pour plusieurs émissions à rentrer dans tous les compartiments de ce vaste sujet. Et cela ne nous empêche pas de lancer une réflexion à travers cette émission et surtout de lancer un débat sur l'état des manipulations médiatiques. Alors, les manipulations médiatiques ne sont pas un phénomène nouveau. Il y a une véritable histoire des manipulations médiatiques, notamment dans les grandes démocraties, ou régimes prétendus tels, occidentale. Ce qu'on peut observer en revanche, notamment depuis l'explosion des nouvelles technologies et l'explosion de la sphère médiatique, les ramifications diverses et variées, le net, les réseaux sociaux, c'est une sorte de surenchère médiatique dans le sensationnel qui conduit à tous les excès et notamment à une série de manipulations qui vont de la petite modification d'image en passant par le duplex bidonné, jusqu'à l'interview bidon, voire totalement fausse, comme celle que Monsieur PPDA avait fait en 92 avec notre ami El Conductor de Cuba, leader Maximo, leader Maximo, Fidel Castro, qui avait fait tout sauf répondre à ces questions. Exactement. Oui. un magnifique coupé. Moi, j'ai envie de commencer ce débat en posant la première question. Qui sont les médias aujourd'hui ? Et qui possède les médias ?
Alors, ce qu'il faut savoir, je vais mettre un petit bémol. Ce qu'il faut savoir, je vais mettre un petit bémol. Vous avez parlé d'Internet, etc. C'est plutôt actuellement Internet une bulle d'air, justement. On peut entendre des voix dissonantes sur Internet, des voix qu'on n'entend plus, justement, sur les grands canaux de communication. Oui, alors dans ce sens-là, je suis parfaitement d'accord. Là où je disais qu'Internet était un écho, c'est vu à la télé, repris sur le net. On a très souvent ce phénomène-là, tout de même. Donc la télé, c'est 4 heures de télé par jour par Français. Donc ça domine totalement. C'est le minimum. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Et les gamins, ils sont à 3h30 et donc ça commence dès le matin avant le petit déjeuner au lever. Et c'est ça qui est très très impressionnant. C'est-à-dire qu'on est dominé par ce canal médiatique. Ça domine notre vie quotidienne et on le subit vraiment tous les jours. Et donc les manipulations médiatiques, c'est pas le jeu de quelques journalistes qui voudraient faire des complots ou qui voudraient manipuler tel ou tel. C'est le système en tant que tel, le système médiatique est une manipulation. L'ensemble des canaux, l'ensemble des participants participent à cette grande manipulation. On parlera tout à l'heure du cas donc des infiltrés DI, qui est un cas d'école, autant sur les techniques que sur les arrière-pensées des journalistes. On voit très bien que le pouvoir politique, le pouvoir policier, le pouvoir judiciaire sont à la ramasse du pouvoir médiatique. C'est-à-dire le pouvoir médiatique, clairement, donne le ton, donne le là, et on voit derrière les hommes politiques, le pouvoir policier judiciaire réagir à ce que peuvent mettre en œuvre ces organes. Deux questions, Pascal, tu pourras peut-être répondre également. Est-ce que cela signifie que tous les journalistes sont dans la sphère de la manipulation ou participent de ce grand comment Guy Debord disait ça, de ce grand spectacle, et première question, et deuxième question, à qui appartient ce pouvoir médiatique? À qui appartient cette force qui entraîne toutes les autres, qui oblige à la réaction politique, policier et même milieux économiques? On a vu ne serait-ce que depuis 48 heures, la violence des rumeurs sur la mauvaise santé de l'Espagne, faire plonger le cours des actions espagnoles, faire plonger les entreprises espagnoles. Il y a donc là aussi une véritable, c'est une véritable force. Les journalistes aujourd'hui, pour la grande majorité, ce sont pas des intellectuels libres ou des journalistes libres, ce sont des salariés précaires. Qui doivent très souvent prendre la ligne de la direction du média, et cette ligne donc répond à votre question, à qui appartiennent ces grands médias. On sait que ce sont des grands groupes industriels très présents notamment dans l'armement, je pense à Lagardère, Dassault, etc. Donc structurellement, ces grands médias, déjà, ne peuvent pas tout dire, ne peuvent pas tout faire. Sur une question simple comme l'islam, par exemple, ces grands groupes qui doivent vendre des armes au Moyen-Orient, clairement, mettent la pédale douce sur les sujets de société qui concernent la présence de l'islam en Europe. Donc, ils désinforment sciemment pour ne pas perdre de contrat in fine. Alors, j'ai là une citation du syndicat national des journalistes qui se lamente, et son président déclare « La déontologie des journalistes est de plus en plus attaquée par les employeurs et leur encadrement. » Donc ça viendrait corroborer effectivement cette pression que les exécutants subissent de la part des commanditaires de l'actualité finalement. Pascal. Oui, écoutez, moi pour reprendre un petit peu les données générales du problème, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui, et là je reprends un petit peu l'expression que Guillaume Fay avait popularisée dès le début des années 80, avec un ouvrage visionnaire, Le système a tué les peuples. On est vraiment d'un système, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de voir un organigramme bien savant où les médias seraient vraiment inscrits dans un phénomène de domination affiché en tant que tel, les médias participent d'un mécanisme structurel
de domination, mais qui est connecté de manière plus ou moins informelle, en tout cas étant relié, justement, étant l'émanation de groupes financiers, de groupes d'intérêts, qui sont eux-mêmes des rouages du système, et qui ont intérêt, si elle est, à la préservation et à la propagation de ce même système. Donc on est dans une sorte un phénomène général d'ingénierie sociale et de mécanisme de domination dans lequel les médias ont la part belle, de cette manière. De par aujourd'hui le développement justement des formes modernes de communication axées principalement sur l'image. Donc les médias auraient pour tâche prioritaire, si je te comprends bien Pascal, de dessiner le réel. Tout à fait. Et ses limites. On ordonne le réel avec, c'était la société du spectacle que dénonçait Guy Debord à l'époque, mais effectivement, on crée le réel. On crée le réel, et puis ce qui peut rester de prêt à penser, dans la mesure où on pense encore de nos jours. Vous savez que les auditeurs savent bien qu'aujourd'hui on est dans une logique de décérébration et de crétinisation de masse. Donc pour le peu qui reste un petit peu à penser, ou en tout cas à percevoir, on est effectivement dans une gigantesque entreprise de recréation du réel. En fait de compte, le média et le message, plus que jamais, comme disait Marshall McLuhan, et c'est les médias qui ordonnent la nouvelle réalité que nous devons consommer, en fin de compte. On peut préciser cette réalité, ce qu'on appelle le politiquement correct, cette idéologie dominante, c'est clairement le mondialisme. Il y a très très peu de journalistes ou de médias qui s'élèvent contre le mondialisme. C'est l'antiracisme. Clairement, donc en gros, ça se traduit par des discriminations positives. Ça, c'est clairement le système tel qu'on le connaît, et tous les médias, je parle de la télé, de la presse écrite, relaient cette idéologie-là, et de façon générale, relaient une rupture avec la tradition. Oui. Voilà. Un brouillage de tous les repères, qu'ils soient d'enracinement, de valeurs structurantes, en fin de compte, de notre humanité, des différents peuples qui composent nos sociétés, en Occident et ailleurs. Donc effectivement, c'est une démarche qui n'est pas innocente, même si après, il n'y a pas d'acteurs invisibles de marionnettistes qui agitent tout ça, mais comme le disait très bien Romain, les journalistes eux-mêmes sont formatés par un tel système de pensée, et quand bien même, ils sont tenus de se conformer à cette vision, ne serait-ce que pour garder leur emploi ou pouvoir continuer à s'exprimer. Donc, je voudrais juste faire un petit aparté, justement. Toutes ces réflexions, on est obligé de les survoler. Il y a la Fondation Polémia, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui travaille maintenant depuis de nombreuses années sur ces questions de manipulation, de désinformation et de réinformation. On va en parler, c'est le bulletin de réinformation, les bobards, car on peut contre-attaquer à notre niveau. Donc la Fondation Polémia, on les trouve facilement sur internet, www.polemia.com. Ils ont sorti un dictionnaire de la réinformation. Ils ont téléchargeable d'ailleurs en PDF, ou qu'on peut se procurer sous forme papier. Ils ont sorti un petit ouvrage concernant la tyrannie médiatique, et donc justement lors des Bobards dont on parlera tout à l'heure, Jean-Yves Le Gallou, donc qui est le président de la Fondation Polémia, a développé 17 thèses sur le système médiatique français, et il montre très très bien qu'on se fait des fausses idées, justement. On pense encore que, à leur façon, à sa façon, le pouvoir médiatique est un pouvoir à côté des autres, voire un contre-pouvoir. C'était justement la question que je voulais poser. Mais c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est celui qui donne le là. Alors, parce que justement, on vient de balayer beaucoup de concepts là, et beaucoup de positions. Je vais essayer de les résumer en une phrase. On a donc un système qui développe sur un de ses côtés une sphère médiatique, laquelle a pour mission de refonder le réel, en tout cas de le polisser dans le sens du système. Elle est liée à ce système par des enchaînements de subordination, d'intérêts croisés. Enfin, c'est assez complexe et opaque, vous le disiez tout à l'heure. Et donc, la question se pose, y a-t-il un pouvoir médiatique qui subrogerait tous les autres, ou est-ce que on est dans cette hydre
à plusieurs têtes, où la tête médiatique joue son rôle, la tête économique en joue un autre. In fine, ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire cette idéologie dominante de fait de mondialisme, de rupture avec la tradition, ne sert pas les peuples. Elle sert une super classe mondiale, c'est clair. Donc on retrouve les oligarques qui possèdent ces différents médias. Donc oui, il y a un cas intéressant avec France Soir là, qui a été acheté par un jeune russe. Voilà, là clairement, on sait que ça va faire la pub de Sarkozy pour le faire élire en 202012. Hein. D'accord. C'est prévu pour ça. Une occupation de ce jeune homme. Hein. Oui, j'ai compris ça comme un cadeau de papa pour. Ouais, exactement. Une petite occupation comme ça. Alors pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, effectivement, le fils d'un oligarque russe a racheté France Soir. On a fait une édition couleur, un tirage assez novateur dans la forme. 50 centimes Vendu 50 centimes, j'ai regardé le fond, il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais c'est un sacré coup de pub. Je ne sais pas si les ventes ont beaucoup augmenté, peut-être au début, mais... ça va être un outil pour la campagne de Sarkozy. Le rachat, en plus de journaux du soir, de tabloïds, est à la mode aussi. Il y a eu aussi le cas d'un tabloïd britannique qui a été racheté aussi par un oligarque russe bien connu, dont le nom m'échappe sur le moment. Donc c'est une tendance du moment, quoi, en quelque sorte. En fait, on achète un support pour pouvoir dire ce qu'on veut finalement. Voilà, pour servir les intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts personnels bien compris. Hein. Les auditeurs savent que je me penche particulièrement à mes heures perdues, et j'en ai pas mal. Que les dieux me préservent à ce niveau-là, sur ce qui se passe à l'est de l'Europe et dans les pays de la sphère ex-soviétique. Et c'est vrai que là, on voit énormément d'oligarques faire même base sur des médias privés qui, à la fois, servent leurs propres intérêts économiques bien pensés, et puis ensuite qui s'inscrivent dans un système de domination, qui est un système oligarchique, qui reste inscrit, dans le cas précis, dans la sphère des réalités post-soviétiques, mais qui a pour vocation de s'inscrire dans la superclasse mondiale, d'en constituer une des ramifications un peu exotiques avec ses propres modes de fonctionnement, mais quand même, c'est la vocation première et c'est la finalité en tout cas. Ce qui est assez déroutant et difficile en fait, quand on est confronté à ce système, c'est qu'il entretient ses propres contestations, il entretient ses faux rebelles, il entretient ses faux contre-pouvoirs. Voilà. On connaît les mécanismes par lesquels fonctionne le système capitaliste. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on porte un t-shirt Che Guevara. Le système capitaliste. On ne sait même plus qui est sur le t-shirt. Voilà. Mais on fait comme tout le monde. On récupère ça et le système médiatique va un petit peu fonctionner comme ça. Il va entretenir des fausses peurs, des faux opposants. Ça va très très vite. Pascal a rappelé la phrase de Marshall McLuhan, c'est-à-dire le médium c'est le média, la télé. Ça va très très vite. On la regarde 4 heures par jour. Quand on regarde une image, on peut pas faire comme un livre, on peut pas faire pause et revenir en arrière. Oui, on prend l'information en pleine gueule. La sociologie et la psychologie ont bien montré le caractère passif on reçoit passivement l'image et c'est une facilité. Quelque part, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas vraiment un effort de réflexion, de concentration, de méditation qu'exige par exemple la lecture. Là, on est vraiment, on est dans la passivité totale. On est le récepteur, en fin de compte, d'un message visuel avec tout le fond qui lui est associé et qu'on consomme avachi sur son sofa avec le soda de les Doritos, le Yop. Pour pas citer de marque, exactement, qui vous serait cher Pascal. Alors, clairement, tous les hommes et femmes libres aujourd'hui dans ce pays doivent éteindre la télévision. Clairement. Alors, ça c'est un vaste. Oui, là c'est un vaste débat. C'est un vaste débat sur le média. C'est un média qui est extrêmement nocif pour les raisons qu'on vient de dire, qui véhicule cette pensée dominante. À de très très rares exceptions, mais chacun pourra enregistrer une émission ou la regarder sur DVD. Il n'est pas obligé d'avoir la télé. Non, mais il faut aller au bout. Au bout de ça, c'est aussi une hygiène de vie pour sortir de ce système et faire la rupture. Je ne serais pas aussi radical que Romain, mais je crois qu'il faut effectivement faire une éducation
à ce média. Pour reprendre une phrase un petit peu parfois galvaudée, chère à un de nos philosophes traditionnalistes, Jules Evola, je crois que dans ce domaine-là, il faut tâcher de chevaucher le tigre. Alors bien sûr, selon nos tempéraments respectifs, certains se passeront très fort volonté de post-télévision. Moi, si je pouvais prendre mon petit exemple personnel, ce n'est pas du tout le cas. Je regarde régulièrement la télé, et là, j'essaie de faire à la fois d'être un observateur, détaché de la manière justement dont la télé fait un travail de crétinisation et de décérébration des masses, d'une part, et d'autre part, on peut glaner encore, si et là, des reportages, des émissions intéressantes, qui offrent un certain point de vue sur les réalités qui peuvent nous intéresser. Et je crois qu'aussi nos enfants, de toute façon, il faut bien se dire que si nos enfants seront rattrapés tôt ou tard par ce média. Et là, c'est peut-être le pédagogue, entre guillemets, de profession qui parle. C'est-à-dire que, voilà, l'adolescence étant l'âge qu'il est, l'attrait de l'interdit, la curiosité, typiquement adolescente, tôt ou tard, les gamins seront rattrapés par ce média avec tous ses dérivés. Donc je crois qu'il est nécessaire de les sensibiliser le plus tôt possible à une réception discriminante, au sens prosélyteur, de l'image télévisée, avec tout ce que ça implique, de faire des choix judicieux. Maintenant, voilà, ça, c'est aussi, ça ressort du choix de chacun, mais je crois qu'on ne peut pas totalement se mettre à part de cette réalité, parce que tôt ou tard, là, je parle pour les enfants, ça les rattrapera, et le jour où ça les rattrapera, ils ne seront sûrement pas préparés à y faire face brutalement. C'est comme d'autres phénomènes éducatifs dont on essaie souvent de les préserver, et qui tôt ou tard... Alors, à vous écouter, c'est assez amusant. D'ailleurs, on a commencé le débat sur les manipulations médiatiques il y a à peine une quinzaine de minutes, et on en arrive au pouvoir de l'image. Est-ce que, et c'est une question qui appelle aussi un débat, est-ce qu'aujourd'hui les médias, c'est l'image ? Parce qu'on parle de la crise de la presse écrite, par contre la radio a l'air de se porter pas trop mal. Et arrivent sur le marché de nouveaux modes d'expression médiatique. Je crois que M. Servan-Schreiber, ou je ne sais plus qui, François-Olivier Gisbert, enfin bref, un des Bert, a déclaré que le iPad d'Apple allait sauver la presse. Voilà. C'est assez amusant. Vous avez surtout entendu avec quel terme Steve Jobs, donc le patron de Mac, parle de l'iPad. Il utilise tout le vocabulaire du sacré. Donc c'est un miracle. C'est un miracle. Il y a encore de pondre un truc là. C'est un miracle, etc. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire un produit, là pour le coup c'est un médium, on va mettre du contenu dedans, et est érigé comme un produit sacré. Et pourquoi ? Parce que ça donne sens à cette nouvelle religion qu'est la consommation, qu'est le... C'est assez intéressant ça, parce qu'un reportage il y a pas si ancien, à la télévision d'ailleurs, montrer le degré de contamination de tout un tas de gens à ces technologies, qui attendaient devant les magasins 24, 48 heures avec sac de couchage et victuailles la sortie du iPod ou je sais pas quoi, et puis qui entrait en crise de larmes une fois l'objet en main, bénissant les dieux d'avoir été un des rares premiers à pouvoir toucher le Graal de plastique et de matériaux composites. C'est assez intéressant de voir cet assujettissement. Revenons entre forme de pathologie sociale et d'idolâtrie quelque part du matériel. Juste je reviens vers vous sur les manipulations médiatiques. Il y a des techniques. Juste avant les techniques, on les connaissait, les manipulations médiatiques. Elles étaient le fait de commandes des pouvoirs dominants. Je reviens sur la première guerre du Golfe, cette image de cette jeune infirmière en pleurs, disant que les soldats irakiens empalaient les bébés dans les nurseries. Les balancer des couveuses. Effectivement, les balancer des couveuses. On s'est aperçu que cette brave jeune fille était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, que le film était une commande de la CIA via un organisme qui s'appelle... Ruderfin, ça. Qui s'appelle... Ruderfin à l'époque.
la Première Guerre du Nord. National Endowment for Democracy, qui a d'ailleurs sponsorisé l'UNI, fut un temps, etc. Des gens très sympathiques qui œuvrent pour la grandeur de l'Amérique triomphante. Mais ça n'a pas empêché l'entrée. Enfin, d'ailleurs, ça a retourné l'opinion américaine, ce reportage, qui a ensuite été favorable à l'entrée en guerre. Bon, on a des manipulations de moindre importance. Le charnier de Timișoara. Le charnier de Timișoara. Le charnier aussi du Kosovo. Alors, je le dis pour les auditeurs. Par contre, effectivement, ils peuvent trouver toutes ces thèses et débats sur Internet. Il suffit d'aller voir sur Timișoara. On a des pages et des pages. Fait pour les plus jeunes auditeurs. Voilà. Mais aujourd'hui, on a l'impression, et notamment ce sera le cas dont on débattra tout à l'heure, que sans commande des pouvoirs politiques et économiques, la sphère médiatique génère aussi ses propres manipulations à dessein. On parlait tout à l'heure de l'interview bidon de PPDA avec Fidel Castro. On sait que Pujadas a été mis à pied 15 jours pour avoir annoncé, je crois, le retrait prématuré de la vie politique de Juppé, ou la mort de je ne sais plus qui. On sait aussi qu'un certain nombre de journaux font des faux duplex avec des intervenants qui sont dans les halls de France Télévisions ou de Canal+, et on dit vous êtes à l'hôpital machin, et on est dans les décors de la télévision. C'est-à-dire que là aussi, dans d'autres logiques qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire la logique de l'audimat. Voilà, c'est justement là où je voulais en venir. La volonté de faire le scoop à tout prix, face aux multiples concurrents. Donc on est aussi dans une logique de productivité, quelque part, médiatique, qui engendre, peut favoriser ce type d'agissement, et ces types d'agissements qui s'inscrivent, et ça c'est quelque chose qui ne gêne pas vraiment les grands architectes du système, qui s'inscrivent dans la vision du monde mondialiste que le système sert à préserver. Voilà, donc ça ne contredit pas forcément les intérêts suprêmes de la sphère de laquelle ils agissent. Et pour garder son job, il y a un très bon exemple, c'est Stéphane Durand-Soufflant qui a eu le Bobard d'or de la presse. Ce monsieur est président des journalistes judiciaires, donc il a des responsabilités importantes, ne serait-ce que par sa déontologie de journaliste. Qu'il est censé suivre, en tout cas. Clairement, il y a un article qui est édifiant où il désinforme de la première à la dernière ligne sur les assassins de Jean-Claude Irvoas, en marge, à Épinay-sur-Seine, en marge des émeutes ethniques de Clichy-sous-Bois, et ça avait embrasé, vous rappelez, toute la France. Il désinforme, personne ne lui a dit désinformer, c'est lui qui prend cette initiative. Pourquoi ? Parce qu'à la sortie de cet article, il a servi le système, il a servi l'idéologie dominante, sa place est assurée. Il a un bon point. On ne va pas le reprocher. Voilà, il a été un élève appliqué. Un élève appliqué. Bien zélé. Voilà, donc voilà comment se nourrit le système. Romain, tout à l'heure, on parlait de technique. Je crois que tu as quelques exemples de techniques, parce qu'il est intéressant aussi de lever un peu le voile pour nos auditeurs sur quelques... Oui, j'ai été peut-être un peu extrême sur la télévision. Pascal, en bon pédagogue, a raison. On peut regarder la télé, mais il faut faire attention. Exactement, oui. Et donc peut-être connaître les techniques qui sont utilisées par les médias. Il y en a plusieurs. On peut passer les faits sous silence. C'est-à-dire qu'on peut les cacher ou on n'en parle pas. Mensonge par omission. Bon, il y a des exemples. Très souvent, c'est des petites choses, mais qui sont souvent très fortes. Qui évitent d'en faire des grandes. Voilà, on voyait, je me rappelle, Rachida Dati sur les bancs de l'Assemblée du Parlement européen. Le Paris Match, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, avait gommé la bague à 10 000 euros de Rachida. Oui, ils ont aussi refait les abdos, les bourrelets de Sarkozy. Voilà, donc là, clairement... on est dans l'autocensure, enfin on est dans la... Oui. Dans l'autocontrôle, en amont, c'est assez intéressant ça. Ensuite, il y a le fait d'utiliser ce qu'on appelle la novlangue, c'est-à-dire d'utiliser ce vocabulaire lénifiant. Et vraiment,
J'encourage C'est tout ça, le monde. Dès que la banlieue s'embrase, Voilà, les jeunes. procurez-vous le dictionnaire de la Et réinformation. on va y revenir dans 2 minutes, on va parler des Le bobards. premier terme, effectivement, c'est les jeunes, mais Il y avait aussi, Romain précisait aussi qu'à côté de ce dictionnaire de la réinformation, il y a le dictionnaire de la novlangue qui est aussi disponible en format papier. Toujours et sur Polémia. Toujours sur Polémia, aussi en téléchargement gratuit en PDF. Et nous ne pouvons qu'encourager nos auditeurs à se les procurer et à les lire attentivement. Pour revenir au gouvernement, il y a Madame Fadela Amara qui a l'habitude d'ailleurs de s'adresser aux quartiers. Il faut le dire avec ce petit TH, les quartiers. Alors c'est très amusant parce que les quartiers, il y en a partout dans toutes les villes de France, et c'est amusant de constater que les banlieues ethniques sont les quartiers. Les malades, les tarés congénitaux, les kamikazes qui embrassent ces banlieues sont appelés les jeunes. Donc c'est vrai qu'on a finalement un déploiement de vocabulaire assez extraordinaire qui contingente l'opinion. Alors il y a un exemple qui est tout à fait contemporain, puisqu'il s'agit de Michel Tribala. Expliquez-nous. Voilà, donc qui est une grande démographe et qui se bat depuis des années, un petit peu comme Hypatie dans Agora, non pas pour dire il y a trop d'immigrés ou il y en a pas assez en France, mais pour dire au nom de la connaissance et au nom de la science et de la raison, je souhaite mettre à jour les statistiques de l'immigration en France. Les fameuses statistiques ethniques que Nicolas Sarkozy a... Alors ça serait une décision politique. Elle essaie juste de mettre à jour le nombre d'entrées, le nombre de sorties, que deviennent les enfants, etc. Des choses qui sont intéressantes, qui pourraient servir aux hommes politiques à prendre des décisions. Mais que se passe-t-il ? Les médias, pas les politiques, les médias font tout pour l'ostraciser, quand ils lui donnent la parole, ils font le reductium ad Hitlerium, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir aller au bout de ses recherches. Le simple fait de s'intéresser à la réalité... C'est fasciste. Voilà, on va lui dire, elle sert la soupe du Front National, donc indirectement, elle va faire monter un parti qui est dans l'opposition aujourd'hui. Donc là, on a des choses qui sont très très graves. C'est pas la bague de Rachida Dati, quoi. C'est une censure. C'est clairement médiatique. Une censure, mais... C'est-à-dire que là, on touche des problèmes bien réels et bien lancinants pour le système, et on est bien loin de tous ces sujets épiphénomènes qu'on nous sert jusqu'à la nausée à longueur de journaux télévisés sur des sujets totalement inessentiels, des micro-trottoirs. Monsieur Delarue. Voilà. Donc bref, là aussi, c'est une technique aussi très usitée qui a fait ses preuves. Donc de gommer vraiment les points importants et les points essentiels de l'actualité. Alors juste avant, on est à quelques minutes de notre pause musicale que Pascal va présenter. On va revenir sur les bobards d'or là, qui sont quand même un événement important de ce printemps. Alors comment ça a commencé, l'idée fondatrice Les bobards d'or donc sont à l'initiative de la fondation Polémia qui a souhaité prolonger son travail. Clairement, on a besoin de réunions mammifères. Là, on se voit physiquement dans un studio. C'est la même chose. Tous ceux qui sont éveillés à ces manipulations médiatiques, tous ceux qui ont envie de ne pas être dupes et de participer à la réinformation peuvent se retrouver. Et ça s'est fait à l'occasion des bobards d'or. C'était assez intéressant parce que il y a finalement pas beaucoup d'événements où on peut montrer que notre famille de pensée peut aussi se marrer. C'est dommage d'ailleurs, c'est très dommage. Peut aussi faire des choses festives, décalées. On n'est pas obligé d'être des grognons, on n'est pas obligé de voir un complot partout. Alors, nous aussi, on s'auto-censure, du coup. Oui. On ne s'autorise pas à être drôle. Bon. Le constat qu'on fait quand on parle de ce système médiatique, c'est que il impose sa vision du monde, c'est l'idéologie dominante dont on a parlé, il impose son vocabulaire. Qu'est-ce qui nous oblige à utiliser, nous, ce vocabulaire et à souscrire à cette vision du monde? Rien. Nous sommes des hommes libres. Force de l'inertie, quoi. Non, mais nous sommes des hommes libres. Il faut prendre quelques pincettes parce qu'on a des responsabilités, etc., au travail, dans nos familles. Oui. Mais il faut être idéaliste et on peut amener les gens sur notre territoire, sur nos systèmes de pensée, de valeurs. En renommant les choses, nous redéfinissons le réel. Oui.
Et nous sommes en phase avec lui. Alors, Voilà. très trivialement, qui est le grand vainqueur des Bobards d'Or ? Alors, Il y avait plusieurs catégories. Il y avait 3 catégories officielles et une hors catégorie. Donc hors catégorie, c'était monsieur le médiateur de TF1. Donc Jean-Marc Pilas qui a reçu les ciseaux d'or puisque c'était assez édifiant. Il a décidé de ne pas diffuser les images de la Marche pour la vie. Intéressant. Alors que c'est un réel phénomène de société. Il a tué la Marche pour la vie. Il y avait des milliers de personnes à Paris, il ne les a pas diffusées. Il a été questionné, saisi, et il a fait une réponse incroyable, où il expliquait qu'il n'avait sciemment pas diffusé ces images, parce que c'était une manifestation qui contestait une loi de la République, c'est-à-dire qu'effectivement l'avortement est autorisé en France, et il considérait que comme c'était une contestation de ce phénomène et de cette loi, il ne la diffusait pas. Alors, ce qui est édifiant, parce que vous regardez n'importe quel journal de TF1, on va voir un reportage sur 30 adolescents qui veulent la légalisation. Du shit, de la bœuf devant un collège, mais ça, c'est pas très grave. Donc, sans se démonter, fort du système qui est derrière lui, il a répondu ça. Donc, ça, c'était les ciseaux d'or. On a parlé de Pujadas. Alors, voilà. Alors là, il faut savoir que Laurence Ferrari était dans Laurence, les... pas Loulou. Ouais. Alors, était, paix à son âme. Paix à Lolo. avait été aussi, c'est sollicité par les internautes, puisqu'on pouvait voter sur Internet. Il y a eu 3000 votes par catégorie. Et c'est finalement David Pujadas, Vox Populi, Vox Dei, qui a été choisi par les participants. Donc la salle était pleine, hein, il y avait plus de 200 personnes. Et notre ami Pujadas, en fait, s'est amusé pour les manifestations en Iran à diffuser des images en fait d'émeutes. Au Pérou, au Honduras, voilà, 6 mois avant. Donc voilà, c'était grandiose. Alors dernièrement, et pour le côté trivial de l'affaire, il a fait un reportage sur il y avait un petit reportage sur l'échangisme, et donc il a interviewé un couple de Rouen qui et les deux personnes interviewées se sont avérées être des salariés de l'entreprise mondialement connue dans le porno, à savoir Marc Dorcel Vidéo. C'était 2 dignes représentants de cette funeste société qui se sont fait passer pour monsieur et madame Dupont et qui ont vanté les mérites de l'échangisme sur son journal. On va très loin quand même. Donc il continue, ce nain. Il continue. Et il y avait une 3e catégorie un petit peu à part, puisque ce ne sont pas directement des médias. Il n'y avait pas de radio. Il y en aura l'année prochaine. Il y en a des bons en radio. Il y en a des bons, mais vous l'avez dit, c'est pas forcément évident. Il y a une certaine liberté parce que justement ce médium le permet, qu'on retrouve. Cependant, il y a des graves dérives, on va dire. Vous écoutez n'importe quel bulletin d'information, vous enlevez le people et le sport, il vous reste 3 minutes et c'est souvent caricatural et grossier. Donc il y avait une 3e catégorie un peu à part qui était les maîtres à penser. Et non, ce n'est pas Bernard-Henri Lévy qui a gagné, c'est Dominique Volton. Qui a été réellement plébiscité. Et alors l'année prochaine, je pense que cette catégorie. Je pense que BHL va écrire là. Non, je pense que la catégorie sera remplacée par les stars du showbiz. Est-ce qu'on peut remettre, mais est-ce qu'on pourrait remettre aussi un prix à BHL pour l'ensemble de son œuvre, lui qui a pris tout dans la figure, y compris des tartes. Le port de chemise, hein. Oui, virtuose de l'affaire. Sur son torse galbé. C'est sûr qu'il ne faut pas demander ça à Volton. Alors, il faut dire, il y a un spectateur qui a pris un Bobard d'or, une statuette, donc qui était un Pinocchio doré, et qui s'est fixé, s'il nous entend, qu'il n'hésite pas à faire signe, qui s'est fixé pour mission de remettre en main propre à Dominique Volton. Il faut une vidéo, son Bobard d'or, donc il avait pour mission de se filmer. J'espère qu'il aura réussi. Ah, ce serait extraordinaire. On va faire une petite pause musicale, on est un petit peu en retard sur notre coupure habituelle. Pascal, tu nous as choisi un titre édifiant et pour le moins
évocateur. Oui, tout à fait, en phase avec notre sujet. Donc le titre, c'est Les nazis font des bêtises. Pas gentil. Pas bien. En fait, c'est issu d'un album culte de la scène alternative de la fin des années 70, l'album Science et Violence, qui a été réédité il y a quelques années en DVD, et qui avait été généré par trois joyeux lurons de la musique et de la militance alternative de ces années-là, l'italien Mario Ladisch, Jack Marshall, le père bien connu du fameux rat noir, le sulfureux rat noir, et Olivier Carré, qui fut un grand ami de Guillaume Faye, un grand artiste, sculpteur, peintre, technoréaliste et portraitiste de talent, notamment dans Valeurs Actuelles à l'époque. Voilà, donc l'album Science et Violence, les nazis font des bêtises. Pas bien. Pas bien. Alors pour terminer sur les bobards après cette pause musicale haute en couleurs, cher Romain, où est-ce qu'on peut trouver quelques images et un compte rendu de la soirée? Alors vous pouvez retrouver le palmarès donc dans les trois catégories maîtres à penser, presse écrite et les lauréats. Voilà, les nommés. Les nommés, oui. Et les nommés, les lauréats, ainsi qu'une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de la très très bonne ambiance qui régnait dans la salle. Donc vous allez sur le site de Polémia, qui est l'organisateur, donc je le répète, de cette manifestation qui prolonge son travail intellectuel. Les dossiers qui sont présentés sont des dossiers sérieux, qui sont des dossiers étoffés, avec de réelles recherches, avec des faits. Et, chers auditeurs, vous pouvez présenter des candidats pour les Bobards d'Or 2011, puisqu'il y aura une deuxième édition, c'est sûr et certain. Objectif pour nous, éviter d'être entre nous.
D'accord. On va essayer d'amener justement les autres sur notre terrain. Il y en a marre de se faire continuellement dicter notre façon de penser, nos vocabulaires. Et ben maintenant, le rendez-vous, ça sera les Bobards d'Or et c'est les autres qui vont venir. Très bien. De nouvelles catégories pour l'an prochain ? Alors, on parlait des acteurs ou oui, des showbiz. Voilà, le showbiz. Je pense qu'on retrouvera Lilian Thuram. Il y a de bonnes chances. Un intellectuel de gauche. Voilà, Guy Bedos pour l'ensemble de son œuvre. Peut-être Charles Berling. Mais ça, c'est du lourd quand même. Donc il y a beaucoup. Je crois qu'il y a de quoi se bousculer au portillon. Parce que... C'est les fameux acteurs qui jouent nombreux des appartements gigantesques et qui se posent des problèmes psychomoteurs. Ça, Charles Berling, oui. Oui, bon, très bien, excellent. Voilà, rendez-vous et est-ce qu'il y aura un prix spécial Koh-Lanta, parce que je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. Il y aurait tellement à dire là-dessus. C'est une tragédie. C'est assez intéressant. On pourrait faire. Là, on est sur les médiums. Mais on pourrait créer des catégories. Émission par émission. Il faut quand même se rappeler que le consultant, l'adjoint numéro 1 de Barack Obama, c'est le créateur de séries télé aux États-Unis où le président est noir. Donc ça veut dire que pendant des années, il a préparé, grâce à la télé, l'opinion publique à cet événement. Donc, quand on voit Plus belle la vie et les... Ouais, mais c'est pas en France, c'est à Marseille, ça. Non, je déconne. Oh là là. Pardon, chers auditeurs marseillais et des environs. J'aime beaucoup cette ville en plus. J'aime pas le football, par contre, je vous le dis tout de suite. Allez, donc, tout le monde doit faire très attention, être éveillé. C'est Pascal qui l'a dit. On peut regarder la télé, on peut lire la presse, on peut écouter la radio, mais il faut faire attention. Voilà. Ça, c'est la réinformation. On y reviendra. Vous pourrez retrouver les liens vers Paul et Mia et tous leurs travaux via notre blog sur oeffort.com, méridien 0 sur oeffort.com. Un petit peu de publicité pour le bulletin de réinformation. Bien sûr. Tous les matins donc sur Radio Courtoisie. Vous pouvez l'écouter sur le net ou en direct. Et donc, il y a des équipes... On peut l'écouter sur Novo Presse aussi. Voilà, sur Novo Presse. Il y a des équipes de réinformateurs qui font un bulletin de 13 minutes 30. Un bulletin radio sur France Info, c'est 5 minutes. Vous enlevez le people et le sport. Il reste que 2 minutes pour dire des choses caricaturales et grossières. Là, vous avez 13 minutes 30 de réinformation. Donc, vous pouvez écouter ça tous les jours. Très bien, merci. Passons maintenant, puisque le temps nous est compté, sur le cas de Dies Irae. On va faire très très vite, malheureusement, compte tenu de nos délais, sur le cas donc de l'émission des Infiltrés d'il y a 2 semaines, présentant un reportage à l'extrême droite du Père, dans lequel, notamment, et sur une bonne partie des séquences, figurait le mouvement militant bordelais Dies Irae, qualifié par les journalistes et par le reportage de fabrique de fachos cathos complètement illuminés, et vilipendé par la suite sur le plateau du pseudo-débat animé par le nain Pujadas et comment il l'appelle, la Madone Laïcarde, c'est ça, la Madone Laïcarde, oui. Caroline Fourest, qui a ce petit sourire sardonique en coin en permanence, qu'un jour elle se... Bon, bref, on va arrêter là. Donc voilà, affaire qui a fait grand bruit dans nos milieux, qui a fait grand bruit dans la mouvance nationaliste patriote. Beaucoup de gens sont montés au créneau en disant « Ah, ils avaient qu'à faire attention au recrutement, ils avaient qu'à faire attention à ceci, à cela. » Et puis on s'est aperçu assez rapidement que l'information présentée par les infiltrés via l'agence CAPA et Monsieur Richard n'était pas tout à fait celle qui correspondait à la réalité, et notamment les gens de Dies Irae ont commencé à dépeindre un certain nombre de tableaux très différents de ce qui avait été présenté par Pujadas et consorts, à savoir que leur journaliste infiltré n'est probablement pas un journaliste, que ce brave homme traînait ses guêtres depuis 5 ans au FNJ, qu'il était vu régulièrement à la messe, qu'il participait à toutes les activités, ce qui fait beaucoup pour 25 minutes de reportage. Il est mis en demeure de présenter une carte de presse. Pour le moment,
Capa n'a rien présenté. Capa ne peut pas présenter sa carte. Des rumeurs courent sur sa grande collaboration avec les services de police bordelais. Oui, Pascal. Non, je disais qu'on peut souligner le travail de nos amis de Minute qui ont fait un gros travail d'investigation. Oui, qui consacre la une. Voilà, l'une de 2 numéros, le numéro en cours et le numéro précédent, sur 2 de ces tristes cires qui sont à l'origine de ce reportage. En fait, du moins, l'infiltré en question, certain Mathieu Maille, donc tu viens de parler. C'est un emprunt, a priori. Voilà, et puis un des autres interviewés, celui qui a tenu les propos les plus condamnables, les plus outranciers, un certain Florent. Et surtout, dans un troisième numéro, explique que Pujadas est coutumier du fait, puisqu'il a commencé sa carrière de pseudo-journaliste en infiltrant le Front National. Donc si aujourd'hui il monte cette émission, c'est parce qu'il est habitué de cette technique. Alors, on se souvient encore de lui d'ailleurs. Alors, Front National qui a baissé sur ses qualités de recrutement. Alors on n'est pas à la Waffen-SS, mais enfin quand même, quand on voit le profil de Pujadas, on aurait pu lui poser une ou deux questions. C'est une blague. Pardon, alors, monsieur le nain. Effectivement, le débat, le débat était pas terrible avec Fourès, etc. Je pense que tous les téléspectateurs l'ont vu. Le reportage était extrêmement bien fait. Oui. Il était très violent. La musique. Voilà. Oui. Alors, on peut tirer quelques enseignements. 1 an d'infiltration, 1 heure de reportage. C'est extrêmement violent puisque moi je dis 100 choses. Sur ces 100 choses, il y a une qui est un petit peu de côté. C'est celle qui sera retenue. La technique qui a été utilisée, celle d'infiltration et de montage, elle pourrait être reproduite partout. Concrètement, sur cette longue durée, oui. Non mais concrètement, je vais dans une école laïque qui est apparemment le du 9-3. Voilà, non mais même pas d'un arrondissement parisien. Je vous fais 1 an d'infiltration, on peut arriver à des reportages nettement plus violents que ça. Et j'aimerais bien faire un infiltré dans les conférences de rédaction de TF1 ou alors de la presse dominante. On doit en entendre des vertes et des pas mûres. Oui. Donc la technique d'infiltration et de montage, elle est finalement assez facile. On pourrait reproduire la même chose avec n'importe quel groupe et peut-être même un club de bridge ou un club de bowling. La deuxième chose qui est très marquante, c'est la disparition et on s'enfonce jour après jour dans ça en France, la disparition entre le domaine privé et public. Cette frontière s'efface au nom de la transparence démocratique, pseudo-démocratique, on va donc pouvoir s'infiltrer. Troisième chose, ce qui ressort, c'est que DI l'a bien dit, donc ils ont fait plusieurs communiqués de presse où ils expliquent point par point, ils répondent aux accusations. Tout ce qui est montré dans le reportage, à 95%, c'est du off. En termes journalistiques, c'est-à-dire ce sont pas des discours publics, ce sont plutôt des militants apparemment qui se révèlent être plutôt des moutons noirs, pas du tout des cadres. Oui, puis en plus des gens qui ne sont même plus ADI aujourd'hui, voilà. D'ailleurs. On les chauffe un peu, on les pousse et ils lâchent des choses qui ne sont absolument pas représentatives. Et ça, évidemment, on pourrait le reproduire. Peut-être qu'on pourra revenir dessus. Il y a peut-être des choses à faire pour ce type de groupe pour éviter ces dérives. Cependant, on entend à plusieurs moments du reportage, justement, je reviens sur cette histoire de vocabulaire. On entend du vocabulaire guerrier, du vocabulaire de croisade. Et là... Là, peut-être réside la faute et voilà. le manque de discipline des membres de DI. Ça c'est certain. Par contre, il y a des choses... je rajoute quelques titres choquants. C'est cette collusion qu'on peut observer, et notamment chez les équipes de CAPAD et au travers de l'émission Les Infiltrés, entre les services de police et les journalistes, à tel point que la frontière est très faible.
une rumeur court pour dire que le Mathieu Maille, l'infiltré chez DI, serait un délateur police. L'émission précédente sur les pédophiles, mais là ça n'avait dérangé personne, les 21 personnes confondues lors du reportage en tant qu'amateurs d'images pédophiles ou probables futurs consommateurs avaient été livrées à la police par les journalistes. On a une problématique quand même là d'opacité et de fonctionnement. Oui, effectivement, Monsieur Maille ne peut pas produire sa carte de presse. Et il y a quand même des choses assez particulières. Et c'est un cas d'école. Le pouvoir médiatique n'est pas un pouvoir parmi les autres. Il contrôle nos esprits, il impose l'idéologie dominante. C'est ce qu'on a pu dire au début de cette émission. Le pouvoir judiciaire policier est à la ramasse. C'est-à-dire qu'il y a l'enquête judiciaire qui est demandée par un homme politique, Alain Juppé, et la conséquence d'un reportage fait en toute illégalité, en dehors de toute déontologie journalistique. Oui, et des propos privés pourraient devenir condamnables. Et pour des propos privés. Donc concrètement, le pouvoir politique et judiciaire est à la traîne du pouvoir médiatique, qui est le vrai pouvoir. Et en même temps, le pouvoir médiatique brise en tout cas enfreint les lois de la liberté personnelle et de la liberté individuelle. Oui, mais à partir du moment... Au nom de la bonne cause et de la bien-pensance. Au nom de la bonne cause, tout est permis. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté avec un grand L, comme disait ça plairait à Titine, la Caroline Forest, là, notre madone débile. Un certain nombre de choses sur l'affaire DI. Alors, première chose, le site Dies Irae publie un certain nombre d'analyses à propos de la manipulation dont ils ont fait l'objet. Je vous invite à aller voir leur site www.dies-irae.fr. Donc là, vous aurez l'ensemble des analyses et du décryptage fait par les membres de DI. Vous avez également un site qui est pour lien www.lesinfiltrés.com qui est, et là je salue les camarades militants qui ont eu la bonne idée d'acheter le nom de domaine, et sur ce site vous trouvez un certain nombre de critiques à l'encontre de Pujadas et de Capa qui vous éclaireront sur les méthodes de ces braves gens. Une initiative de Dies Irae et de son réseau militant à travers la France, Riposte Média, une association nouvellement constituée qui a pour objectif justement de faire en sorte que nous ne subissions plus, sans rien dire et avec le sourire, à défaut de l'agnac, ce type d'attaque. Donc Riposte Média est une association, Pascal nous fait un petit coup de gring à l'ancienne. Stavros, j'écoute, commissaire Kojak là-bas. Oui, je reviens. Donc Riposte Média est une association dont l'objectif est de combattre l'injustice médiatique dont seraient victimes tous les défenseurs de la liberté, les amoureux de la terre de France et d'Europe, bref, tous les dissidents à l'ordre établi. À ce propos, Riposte Média fait un appel aux dons. Vous savez que Dies Irae vous allez le savoir, entame une série de procédures judiciaires en diffamation sur ce point. N'hésitez surtout pas à abonder leur petit onglet PayPal d'un montant même de 5 €. Ça aidera pour les frais d'avocat et les frais de justice. La chronique, tout est bousculé, nous avons un petit peu de retard. La chronique de Monsieur PGL. Alors, cette semaine, 2 revues et un film. Les revues, bien sûr, avec lecture et achat obligatoire. Premièrement, bien sûr, le nouveau numéro de la nouvelle revue d'histoire consacré ce trimestre à l'Afrique du Sud. Un grand dossier sur l'Afrique du Sud qui sera d'actualité bientôt avec la Coupe du Monde, et de très lumineux articles de Bernard Lugan, Philippe Conrad et notre ami Pierre-Olivier Sabalot sur le sujet. Deuxième revue, bien sûr, le choc du mois. Le choc du mois de ce mois-ci, avec un grand dossier sur la bouffe ou la vie. Quand mangeais-tu ? Donc, grand dossier sur la malbouffe et toutes ces problématiques liées à ce thème, ainsi qu'un autre ensemble d'articles sur la crise. Là aussi, donc, des munitions intellectuelles pour se meubler et se muscler l'esprit. Le film, il s'agit de la sortie en DVD de La Route. Excellent film.
post-apocalyptique adapté du roman de Cormac McCarthy avec Viggo Mortensen dans le rôle principal. Donc il s'agit de l'équiper d'un père et de son fils dans une Amérique dévastée où toute forme de végétation de nourriture a disparu, en proie à des bandes de faméliques, d'humains animalisés et cannibales. Un film vraiment noir, filmé sur un prisme très gris et glaçant. On est loin des Mad Maxeries et des punks tout de cuir vêtu de George Miller des années 80. Donc vraiment une réflexion post-apocalyptique à voir sur vos médias favoris et sur vos écrans plats favoris. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique abrégée et synthétisée dont on retrouvera des développements un petit peu plus longs sur notre blog sur haut-et-fort.com. Je rappelle, Méridien Zéro sur haut-et-fort.com. Si vous voulez nous écrire pour nous incendier ou nous encenser, n'hésitez pas, zméridien@yahoo.com. Il me reste moins d'une minute et beaucoup de choses à vous dire. Alors je tiens tout d'abord à remercier Romain Le Cap, notre invité, pour tous ces brillants éclairages sur cette sphère médiatique, cette nébuleuse qui gangrène les cerveaux de nos jeunes et de moins jeunes esprits. Merci beaucoup Romain. Merci de m'avoir reçu. C'est un vrai plaisir. Je pense que nous n'avons fait malheureusement que survoler un débat et aux nombreux sujets. Nous essaierons dans de prochaines émissions de pouvoir relancer un peu ce débat. Je souhaite saluer très rapidement tous nos camarades de France et de Navarre, les autonomes de Bordeaux, de Paris, de Lille, de Reims. Un salut tout particulier à nos camarades du Sud qui en ce moment ont de la difficulté. Je salue également les nationaux autonomes de Paris, une bande de jeunes bien sympathiques. Et comme je l'ai dit en commençant cette émission, je dédie cette émission et nos interventions à Sébastien Dessieux et sa famille. C'est aujourd'hui un jour de deuil et d'hommage pour la mouvance. Je vous salue, c'était Lieutenant Sturm aux commandes de Méridien Zéro. Bonne soirée et rendez-vous sur les chemins de la victoire. Au revoir.